Ok, bon, alors donc oui, distribuer la parole. Distribuer la parole. D'accord, d'accord. De toute façon, ça va être tellement vite fait. Bon, bah on va démarrer l'atelier. T'entends, Doun? Allez, je t'embrasse et puis on lance l'enregistrement. Alors du coup, l'enregistrement il dure 30 minutes, mais je l'ai coupé en deux, donc éventuellement pour qu'on fasse 15, qu'on en parle et qu'on fasse 15, donc on voit si après 15 on a envie d'en parler, ou alors on écoute tout d'un coup, voilà. Mais on peut en parler à partir de la moitié. Voilà, donc bah c'est parti. Bonjour, alors, parle de la place des femmes dans le travail et de l'effet de la loi travail sur le travail des femmes. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors avec Milena, on a proposé de faire un petit topo sur la situation des femmes en France au travail aujourd'hui et sur les effets qu'aurait la loi El Khomri sur la situation des femmes au travail. Donc toutes les deux, on est enseignantes chercheuses à Paris 8, titulaires et précaires. Et donc toutes les deux on travaille sur le genre et on est en grève toutes les deux depuis 5 semaines dans le département de sciences politiques et dans le département de genre, et on organise des ateliers, des cours alternatifs dans le cadre de la mobilisation. Alors on va vous dire que déjà on n'est pas les grandes spécialistes de la question du travail des femmes, mais on s'est dit qu'on avait suffisamment de connaissances pour pouvoir les retransmettre, et on avait envie de faire ça ici. On l'a déjà fait dimanche ici, on le refait ce soir, parce que c'est très très important d'avoir des connaissances sur l'état du monde pour pouvoir imaginer comment le changer, et je pense qu'on est tous et toutes ici pour changer ce monde qui va de travers. Alors première chose, à votre avis, combien de temps de travail font les femmes et les hommes aujourd'hui en France? Combien de temps de travail aujourd'hui en France par jour des hommes et des femmes qui ont une activité, un emploi par jour? Alors 39 heures par semaine. Alors là, il y a 7 au boulot, et après les femmes la deuxième journée. Alors on compte qu'il y a environ, les femmes travaillent 8 à 10 heures par jour, et les hommes 6 à 8 heures par jour aujourd'hui en France. Alors, en comptant les week-ends, hein, c'est-à-dire répartis sur toute la semaine. Et on voit aussi que, à votre avis, quel est l'écart de salaire entre les femmes et les hommes aujourd'hui? Alors les hommes 50% de plus, 10% de plus, 20%, 25%. Alors les femmes touchent 25% en moins de salaire que les hommes aujourd'hui. Alors la question qu'on pose, c'est comment ça se fait que les femmes travaillent plus en temps de travail pour gagner moins? Elle explique que il y a une structure des rapports de domination, il y a toujours des rapports de domination entre hommes et femmes. Alors nous, en fait, pour appuyer ce qu'expliquait Hélène, c'est qu'en fait il y a deux travails. Ok, il y a deux travails. Il y a le travail salarié et le travail domestique. Et le travail domestique, qui se passe à la maison, au foyer, lui est gratuit. Et communément dans la société, on parle de tâches domestiques plutôt que de travail. C'est pour le dévaloriser et pour justifier sa gratuité. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail, donc il y a deux formes de travail domestique et travail salarié, c'est deux formes qui sont essentielles. Par exemple, on a tendance à appeler travail un agriculteur qui veut faire pousser une patate. Mais si cet agriculteur fait pas le travail domestique, ou sa compagne fait pas le travail domestique de faire cuire la patate quand elle est crue, ça sert à rien. Donc le travail domestique et le travail salarié, ce sont deux formes essentielles à la survie de toute société. Faut bien comprendre ça. D'ailleurs, ça fait très longtemps et depuis toujours que les femmes travaillent, à la fois dans le travail domestique et à la fois dans le travail salarié. Oui, les gens qui ont des grands-parents, des grand-mères ouvrières, arrière-grand-mères ouvrières, vous savez que les femmes ont toujours travaillé dans l'industrie. Ensuite, beaucoup de femmes travaillaient dans l'entreprise de leur mari, donc gratuitement, mais elles travaillaient. Et bien sûr, le travail au foyer, c'est du travail. Donc aujourd'hui, on va vous parler de deux choses. Les inégalités hommes-femmes au sein du travail domestique et les inégalités entre les femmes et les hommes au sein du travail salarié. Et on va vous parler des effets qu'aurait la loi El Khomri si jamais elle passe. Alors le travail domestique, qu'est-ce que c'est? Alors tout le monde pense au travail ménager. Quand on dit travail domestique, alors c'est en effet la première chose, c'est le ménage, la cuisine, le linge, élever les enfants, faire les courses, faire les papiers, l'administratif, le bricolage et le jardinage. Mais en fait, il y a trois autres formes encore de travail domestique. La deuxième forme, c'est le travail gratuit
dans l'entreprise du conjoint ou de la conjointe. Donc ça se pratique toujours en agriculture, dans le commerce et dans l'artisanat. La troisième forme de travail domestique, c'est le travail de soins. C'est s'occuper des malades, des personnes âgées, des personnes dépendantes et le soin affectif. Enfin, la quatrième forme de travail domestique, c'est le travail d'organisation du travail domestique. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, la charge du foyer. Et donc le travail domestique, je rappelle, c'est le travail gratuit effectué au sein de la famille. Et alors comment ce travail est réparti entre les femmes et les hommes aujourd'hui en France, à votre avis? Quelle est la proportion faite par les femmes et quelle est la proportion faite par les hommes en heures de travail? 10, 90, du travail domestique. Les 4 formes de travail domestique, ça fait un temps de travail global. Quel pourcentage pour les femmes et quel pourcentage pour les hommes? 75, 25. Alors, on considère, selon les modes de calcul, qu'on est entre 70 et 80% du temps de travail domestique effectué par les femmes aujourd'hui en France. Alors ça veut dire que les hommes aujourd'hui en France font globalement entre 1h30 et 2 heures de travail en moins, de travail domestique en moins par jour que les femmes. C'est donc voilà. J'essaie de faire vite parce qu'on avait fait un truc un petit peu plus long, 20 minutes, donc si vous avez des questions, vous reviendrez dessus. Hein. Donc les hommes ont 1h30 à 2 heures en plus par jour que les femmes, du coup, pour faire quoi? Pour faire un travail payé. Oui, en effet, ça peut être pour regarder la télé, pour se reposer, pour se cultiver, pour regarder leurs journaux, mais aussi pour faire un travail payé et développer leur carrière. Donc 1h30 à 2 heures par jour en plus que les femmes, c'est énorme. Et bien sûr, pour se révolter, pour faire de la politique, pour se syndiquer, pour venir ici aussi, par exemple. Donc en fait, on parle d'exploitation domestique. C'est pas seulement des inégalités entre les femmes et hommes qu'on trouve dans le travail domestique, c'est que pour le même résultat, en fait, les hommes travaillent moins que les femmes. Pour avoir la même maison, les mêmes enfants, les mêmes repas, les hommes travaillent moins que les femmes. Donc évidemment, à tout cela, il y a des justifications naturalisantes et essentialisantes. Il y en a qui disent, bah si c'est comme ça, c'est parce que les femmes, elles ont des aptitudes naturelles pour accomplir ce travail domestique, c'est lié aux ovaires, c'est lié à la poitrine, et donc c'est normal qu'elles s'en occupent seules. Et c'est pour ça qu'on parle de naturalisation de la division sexuelle du travail. Et en effet, ça n'est absolument pas naturel, parce qu'il y a des variations entre toutes les sociétés de notre monde, ça ne se passe pas toujours de la même façon, et également, c'est construit socialement, c'est-à-dire qu'il y a une socialisation dès l'enfance, et chacune et chacun d'entre nous, on intériorise des normes et des rôles genrés. Ça se passe par exemple par l'éducation des enfants, où on offre par exemple aux petites filles des dinettes, des aspirateurs en plastique et aux garçons des gros camions. Donc ça participe à de rôles extrêmement genrés. Et également, on se rend compte que c'est pas un choix, parce que c'est quelque chose de pratiquement systématique dans notre société. Également, on se rend compte aussi que le désir, il est construit socialement. C'est-à-dire qu'en fait, notre société, elle assigne aux femmes le désir de s'occuper des enfants, et donc elles endossent cette responsabilité et elles s'y tiennent toute leur vie parce qu'elles ont intériorisé le fait de vouloir s'en occuper. Donc, en fait, c'est extrêmement dur pour les femmes de remettre en question cet état de fait, puisqu'il y a vraiment une croyance commune dans le fait que c'est quelque chose de naturel, le fait que les femmes font le travail domestique. En plus, les politiques publiques, comme vous le savez, ne font rien pour améliorer cet état de fait. Par exemple, pour les femmes, c'est extrêmement difficile de trouver des places dans les crèches. Et également, évidemment, il y a des femmes qui résistent en tentant d'imposer à la maison une répartition du travail domestique plus égalitaire, et beaucoup d'hommes résistent à cela. Alors, une autre explication aussi de pourquoi c'est si inégalitaire la répartition du travail domestique entre les femmes et les hommes, c'est qu'en fait, le marché du travail est beaucoup plus dur en France pour les femmes que pour les hommes. Alors, on en arrive à ce qu'on appelle la division sexuelle du travail salarié. Aujourd'hui, à diplôme égal, à votre avis, les hommes et les femmes gagnent combien quel est le pourcentage de différence entre les salaires des femmes et des hommes? 30%? Vous disiez 20%? Alors, à diplôme égal, on a entre 22 et 23%. Si on regarde tous les revenus, on a 30% d'écart. Les femmes gagnent 30% de moins que les hommes. Et à diplôme égal, on a 22%. Ça veut dire que si je suis une femme, si je gagne 750 €, un homme aura la chance, à diplôme égal, de gagner environ 1000 €. Donc entre presque 25% en plus. Alors les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, on les trouve dans tous les domaines, que ce soit dans le privé ou dans le public, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Et les grands champions de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, c'est les cadres. On est à 30% d'écart de salaire.
Or, aujourd'hui, les femmes sortent plus diplômées pourtant de la formation que les hommes. Elles ont aussi des meilleurs résultats que les hommes. Et en plus, dans les filières traditionnellement masculines, en général, elles terminent dans les premières. Alors, comment ça se fait qu'il y ait toujours cet écart de salaire alors que les femmes sont très bien formées aujourd'hui en France? Alors, la première raison, c'est ce qu'on appelle la ségrégation horizontale du travail. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vrai, comme le disait Hélène, qu'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à l'emploi, et donc aussi dans l'accès au chômage, et dans la relation entre activité et inactivité, et entre temps plein et temps partiel. Alors déjà, pour commencer, aujourd'hui en France, il y a un surchômage des femmes. Elles sont beaucoup plus nombreuses à être au chômage, et en plus, les chiffres sont en dessous de la réalité, parce que quand certaines femmes sont sans emploi, elles sont pas incluses dans les comptes du chômage, parce qu'elles sont placées en fait dans une catégorie qui ne vaut que pour elles, la catégorie femmes au foyer, même si elles y sont, faute de trouver un emploi. Donc en fait, le travail des femmes et le chômage des femmes est mécompté, et souvent on les compte comme inactives alors qu'elles sont au chômage. Deuxièmement, les emplois précaires touchent surtout les femmes. 80% des temps partiels sont occupés par des femmes. Évidemment, il y a l'idée commune selon laquelle le temps partiel est choisi pour permettre à certaines femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et en fait, cette idée commune, elle est complètement remise en cause par le fait que la majorité des temps partiels sont des temps partiels imposés, et ils sont occupés par des femmes de plus de 50 ans qui sont peu diplômées et qui sont pas en âge donc de s'occuper des enfants. Aussi, ni d'en avoir encore. En plus, c'est les femmes qui ont le plus souvent des horaires flexibles, des amplitudes horaires maximum, par exemple des femmes de ménage ou des caissières qui, en fait, au travail, ont des pauses de 2-3 heures en plein milieu de la journée, des pauses qui sont évidemment pas payées. Aussi, la plupart du temps, ce sont des femmes qui s'occupent du travail de care. Donc le terme care, ça vient de take care en anglais, prendre soin. Donc c'est les métiers du service à la personne. Et en effet, en fait, depuis 20 ans, il y a eu une explosion des emplois de service à la personne du fait de l'allongement de l'espérance de vie et de l'augmentation de l'activité professionnelle des femmes. Et ces métiers de care, alors même qu'ils sont absolument essentiels, comme disait tout à l'heure Hélène, à la survie de notre société, ils sont complètement dévalorisés et extrêmement mal payés. C'est-à-dire que c'est des salaires extrêmement faibles, justement parce qu'on dit que, en fait, il y a une naturalisation des compétences des femmes et une déqualification de ces activités, parce qu'on dit, ah ben, de toute façon, c'est comme le travail domestique, c'est comme les tâches domestiques, c'est naturel qu'elles sachent s'occuper des enfants et faire le ménage, donc c'est normal que les femmes qui travaillent dans le service à la personne soient mal payées. Donc on dit, elles ont aucun mérite à faire ces tâches-là, de toute façon, parce qu'elles sont faites pour ça. Alors même que ce sont des métiers qui ont besoin, qui nécessitent une compétence et des qualités professionnelles importantes. Souvent, ce sont des compétences et des qualités professionnelles qu'elles ont acquises en travaillant à la maison pendant leur travail domestique pour leur famille, mais c'est absolument pas le cas de toutes. Et en plus aussi, la plupart du temps, ces métiers du care, ce sont des femmes issues de l'immigration ou immigrées et de classes populaires qui les occupent, et donc ce sont des femmes qui sont à l'intersection de plusieurs rapports de domination. Aussi, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des métiers masculins qui restent toujours aussi masculins et des métiers féminins qui restent toujours aussi féminins, et qu'il y a vraiment une discrimination à l'embauche. Et aussi, il y a une discrimination à l'embauche pour les personnes trans dans les deux formes, dans les métiers qui sont soit des bastions masculins, soit des bastions féminins. Mais par contre, par rapport à cet état de fait assez déprimant, on se rend compte qu'il y a quand même une féminisation des bastions masculins, parce qu'il y a des femmes qui luttent au quotidien pour pouvoir devenir conductrices de métro, conductrices de RER, conductrices de bus, et parfois elles réussissent. Donc vous avez compris, la ségrégation horizontale du travail, c'est la première raison qui explique les écarts de salaire. C'est deux choses. Les femmes n'ont pas les mêmes types de contrats que les hommes. Elles sont beaucoup plus en CDD, en temps partiel, etc. Et la deuxième aspect, elles sont pas dans les mêmes secteurs. Les secteurs traditionnellement féminins sont moins bien payés que les secteurs traditionnellement masculins. Alors pourquoi il y a cette ségrégation horizontale du travail? Alors ça, c'est la même raison, il y a une raison commune avec le travail domestique, c'est l'intériorisation de normes. Vous ne devez pas vous comporter de la même manière si vous êtes un homme ou une femme. Et ça joue par exemple beaucoup dans l'orientation professionnelle. On voit que les hommes, les garçons, se dirigent et sont dirigés par les enseignants et les conseillers d'orientation qui partagent et même représentation. Ils sont dirigés vers des métiers en fait qui donnent plus de CDI, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de prestige que les métiers vers lesquels se dirigent et sont dirigées les filles. Donc on voit d'abord l'intériorisation des normes, comment ça joue. Et on voit bien sûr la discrimination au travail. Je vais vous donner un exemple.
J'ai une copine qui a fait un CAP mécanique. Elle a terminé première du CAP. Elle a cherché un métier dans les garages pendant 1 an. Elle n'a jamais été embauchée. Donc vraiment une réticence aussi des employeurs à embaucher des gens qui ne correspondent pas, dans des métiers qui ne correspondent pas aux stéréotypes féminins masculins. La deuxième raison sur la différence de salaire entre les femmes et les hommes aujourd'hui, c'est la ségrégation verticale du travail. C'est l'autre aspect de la division sexuelle du travail sur le marché du travail. Alors qu'est-ce que c'est la ségrégation verticale? C'est que les femmes et les hommes n'ont pas accès à la même promotion, à la même évolution de carrière, et ils n'ont pas le même accès aussi aux postes de pouvoir et aux postes à responsabilité qui donnent des gros salaires. Alors l'évolution de salaire, quand on fait des calculs des femmes, est moins importante que celle des hommes. Alors pourquoi? Alors la première chose, c'est que du fait de la double charge de travail, les secteurs très féminisés sont des secteurs où il y a eu peu de syndicalisation. Vous comprenez bien que si, après le boulot, vous devez aller vous occuper de votre famille, de vos enfants, vous n'avez pas le temps de vous syndiquer. Donc c'est des secteurs où il y a eu très peu de syndicalisation, ou parfois il y a des secteurs féminins très syndiqués, mais c'est pas la majorité. Et du coup, ça fait que c'est des métiers où il y a peu d'évolution de carrière, peu d'accès à de la promotion. Et donc il y a parce qu'il y a peu d'acquis sociaux, parce qu'il y a eu peu de lutte. Il y a aussi une autre raison, c'est l'intériorisation encore des stéréotypes. Les promotions sont plus proposées aux hommes qu'aux femmes, et les hommes les demandent plus aussi que les femmes. Sur l'évolution de carrière aussi, on voit que quand un couple hétérosexuel a des enfants, souvent c'est la femme qui arrête son travail s'il n'y a pas de mode de garde suffisant pour que les deux continuent à travailler. Et donc ça freine la carrière des femmes et ça fait qu'elles évoluent moins, et donc elles ont des retraites aussi plus petites à la fin de leur carrière. Deuxième aspect, c'est l'accès aux postes de pouvoir et de responsabilité. Aujourd'hui, les postes de pouvoir et de responsabilité, quels que soient les domaines, sont vraiment quasi monopolisés par les hommes. Par exemple, l'enseignement et la recherche, 150 universités, 8 présidentes d'universités, alors qu'on est à peu près à 50% de maîtresses de conférences et de maîtres de conférences. Alors comment ça se fait qu'il y ait si peu de femmes dans les postes de pouvoir, quels que soient les domaines, la culture, les grandes entreprises? C'est vraiment un phénomène partagé. Eh bien, c'est parce que l'accès à ces postes se fait souvent par cooptation. Or, on remarque un fort sexisme des hommes qui sont entre eux dans ces milieux de pouvoir et qui trouvent quand une femme postule, quand une femme a l'expérience et les diplômes pour pouvoir postuler à ces postes de pouvoir, souvent ce qu'ils vont répondre aux sociologues, c'est dit on l'a pas embauchée, soit parce qu'elle est trop féminine, trop douce, elle va pas avoir la poigne, pas assez de charisme. Et si c'est une femme qui a du charisme et de la poigne, ah non, c'est pas trop si c'est une femme, elle doit être lesbienne, elle est castratrice. Donc vraiment un refus de l'accès des femmes aux postes de pouvoir. Aussi, deuxième chose, les postes de pouvoir, c'est des postes où souvent on a besoin de voyager et de faire des horaires du soir. Donc pour pouvoir occuper ces postes, ça veut dire que vous n'avez pas la charge du foyer. Donc si vous êtes une femme et que votre compagnon ne prend pas la charge du foyer comme ce que font les compagnes de la plupart des hommes qui ont des postes de pouvoir, c'est très dur. Et vous avez aussi une solution quand vous êtes une femme qui voulait avoir accès à des postes de pouvoir, c'est de vous reposer sur le travail d'autres femmes plus précaires, par exemple les migrants, des prolétaires, les nounous, les femmes de ménage qui vont faire le travail domestique à votre place. Et donc ça reproduit encore les inégalités sur le travail, dans le marché du travail. Ça précarise encore d'autres femmes. Donc en conclusion, à qui ça profite ces deux systèmes inégalitaires? Ouais. Alors à qui ça profite cette situation de fait d'inégalité dans le travail domestique et le travail salarié? C'est simple, c'est deux catégories sociales. La première, c'est les patrons. Alors pourquoi ça profite aux patrons, qui est de l'inégalité à la fois dans le marché du travail et à la fois dans le travail domestique? Ben, pour les patrons, c'est tout bénef d'avoir une main d'œuvre qui est compétente, qui est qualifiée, mais qu'on paye moins. Donc ça, c'est la première chose. Les femmes sont une main d'œuvre bon marché, flexible, et ça, ils ont tout intérêt à ce que ça continue. Et le deuxième intérêt, notamment que les femmes aient la charge du foyer, ça fait aussi toute une population qui va peu se syndiquer. Parce que si vous avez la charge du foyer, vous n'allez pas pouvoir participer à des syndicats. Et donc ça fait une moitié de population beaucoup plus comment dire, j'avais pas soumise, c'est pas, enfin, qui a beaucoup moins de capacité de révolte que les hommes. Le deuxième groupe, bien sûr, c'est les hommes, qui ont tout intérêt, en fait, parce que finalement, dans cette société, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils travaillent moins en temps de travail que les femmes, tout en gagnant plus,
tout en ayant quelqu'un qui s'occupe du foyer, qui fait à manger, qui s'occupe des enfants, qui prend soin d'eux, qui leur donne du temps libre, ce qui leur permet, eux, de se cultiver, de développer leur carrière, de se syndiquer, de se révolter et d'avoir prise, du coup, sur le monde social. Donc voilà, la situation des femmes au travail en France, c'est assez terrible. Il y a eu des études sur 134 pays du point de vue de l'égalité salariale entre femmes et hommes. À votre avis, on est les combientièmes en France? Sur 134? 129, 80? On est les 132e. On est parmi les plus nuls. 132 sur 134. Sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc on est vraiment parmi les plus nuls des pays qui ont fait le compte, où le compte a été fait. Tout continent confondu, oui. C'est les pays qui ont des instituts de statistiques suffisamment efficaces pour pouvoir compter ça, quoi. Et donc, si la loi El Khomri passait, qu'est-ce qui se passerait pour les femmes? Est-ce que cette situation s'aggraverait ou non? Alors comme on vient de le voir, là les femmes sont déjà les plus précaires dans notre société. Donc en fait ce qu'on pense c'est que ça va être à la fois leur situation qui va se généraliser à toute la population française, mais c'est aussi leur situation qui va empirer. Alors avec cette loi El Khomri, c'est moins de protection pour les salariés avec le code du travail, c'est-à-dire que tout va se négocier localement. On parle d'inversion de la hiérarchie des normes, parce qu'en fait le projet de loi il fait primer les accords d'entreprise, même s'ils sont défavorables, sur le code du travail. Et donc tout va se négocier localement, donc ça va être en fonction du rapport de force. Donc ça veut dire que les patrons, ils pourront plus facilement imposer une augmentation du temps de travail, ils pourront plus facilement imposer des heures supplémentaires payées en heures complémentaires, les licenciements vont être également facilités. Mais également aussi, le minimum horaire des temps partiels n'est plus garanti. Et comme c'est les femmes qui sont à 80% à temps partiel, elles vont, on va leur imposer des temps partiels de plus en plus petits, et ce qui va encore plus fortement les précariser. Également, la médecine du travail va être de moins en moins présente. Et également, il y a une remise en cause de la prise en compte de la situation familiale pour imposer, par exemple, des changements de date de travail au dernier moment. Alors, ça a des conséquences spécifiques sur les femmes. Bon, déjà, c'est le plus précarisé sur le marché du travail avec les gens issus de l'immigration, bien sûr. Et donc, c'est dramatique. Mais ça a des conséquences aussi spécifiques du fait qu'elles sont des femmes. La première conséquence, c'est que ça va augmenter les capacités de harcèlement sexuel. Vous savez que plus votre rapport de force avec la hiérarchie est faible, plus votre hiérarchie peut vous harceler. Bon, les femmes qui sont là, je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Si votre patron peut facilement vous licencier, c'est difficile de s'opposer à du harcèlement sexuel. La deuxième conséquence spécifique aussi pour les femmes, c'est du point de vue de la baisse de la médecine du travail. Là, normalement, si la loi passe, c'est la médecine du travail ne concernerait plus que les métiers dits à risque. Or, il y a peu de métiers traditionnellement féminins qui sont dits à risque. Alors, on voit, alors que les métiers féminins sont très à risque. Par exemple, les caissières travaillent, elles portent entre 5 et 15 tonnes par jour. Et donc ça entraîne des problèmes. Par exemple, ma sœur, elle a été caissière pendant 3 ans à la Fnac. Elle a ce qu'on appelle la maladie de la caissière, c'est-à-dire le tendon de l'épaule complètement rompu, et ça, c'est à vie. Et donc ça, c'est pas considéré comme un métier à risque par la médecine du travail. Également, juste pour revenir sur les caissières, aujourd'hui, il y a une augmentation de la productivité horaire. Nous, on est en France, le pays où il y a une productivité horaire la plus importante en Europe, et l'impact en fait de toutes ces techniques managériales qui augmentent la productivité horaire, elle va précariser le plus souvent des femmes. Par exemple, les caissières, elles ont, il faut qu'elles passent un temps un nombre, pardon, d'articles par minute, excusez-moi, et c'est décompté. Donc ça engendre vraiment des troubles musculo-squelettiques importants. Et également, juste par rapport à la médecine du travail aussi, par rapport aux femmes de ménage, il y a des études qui ont été faites et qui se sont rendues compte qu'il y a énormément de cancers professionnels qui se développent chez les femmes de ménage parce qu'elles sont en lien dans leur travail avec des produits extrêmement toxiques. Et alors la question c'est comment s'opposer à cela, et on se rend compte que en fait, par exemple les secteurs de care, là où travaillent en grande majorité les femmes, c'est les secteurs où il est très très difficile de développer des syndicats et une organisation collective de la défense du travail, parce que c'est des secteurs extrêmement individualisés, extrêmement atomisés, et aussi on se rend compte que même dans les secteurs où il y a déjà des syndicats, dans des bastions un petit peu plus masculins et où il y a des femmes qui sont présentes, on se rend compte que les femmes ce sont les personnes les moins syndiquées, parce que évidemment le syndicalisme, comme disait Hélène, c'est extrêmement chronophage, et donc de fait ça exclut les femmes parce qu'elles n'ont pas le temps d'aller à toutes les réunions syndicales, et donc comme elles n'ont pas le temps d'aller aux réunions syndicales, on leur donne pas des postes à responsabilité, et donc elles ont moins en moins intérêt à rester syndiquées. Également, il y a un fort sexisme dans les syndicats, il y a beaucoup de machisme, que ce soit verbal, etc. Donc ça fait fuir
les femmes. Et en plus, les syndicats aujourd'hui, ils ne défendent pas beaucoup le féminisme. Il y a vraiment un discours qui dit ah ben ou non mais le féminisme c'est comme le syndicat de négociation, ça va pas imposer les femmes, elles vont pas être dans la capacité d'imposer un rapport de force avec les patrons. Donc vraiment, majoritairement les syndicats ne défendent pas le féminisme et donc ça permet pas aux femmes de lutter au travail. Mais quand même, il y a une augmentation du nombre de femmes syndiquées et surtout il y a des femmes qui luttent collectivement et qui gagnent des luttes importantes. Il y a des luttes chez les infirmières, il y a des luttes de femmes de ménage, il y a des luttes qui gagnent et donc il y a des possibilités quand il y a une organisation collective de lutte de renverser la tendance. Donc en gros, la loi El Khomri, on va terminer par ça. Nous, on parle de double peine, voire de triple peine pour les femmes. Pourquoi? Parce que la loi El Khomri, en gros, ça sert à flexibiliser au maximum les employés. Et si vous ne pouvez pas vous y adapter, eh ben vos patrons peuvent vous licencier. Et ça, c'est particulièrement dur pour les femmes qui ont la charge de leur foyer, soit qu'elles soient mères de famille monoparentale, soit qu'elles soient en couple. Parce que si vous pouvez pas, je vous donne un exemple tout simple, je suis caissière, mon patron me dit, écoute, samedi, j'ai besoin que tu travailles, non, peut-être pas samedi, allez, jeudi, j'ai besoin que tu travailles jusqu'à 21h au lieu de travailler jusqu'à 18h. Je dis, ouais, mais mon enfant, il est à la crèche, faut que j'aille le chercher à 18h30, la crèche ferme à 18h30. Ah, bah, tu peux pas t'adapter, bon, je te licencie. Et donc, ce que ça va faire, cette loi travail, si elle passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver au foyer, et donc ça renforce encore les inégalités au sein du foyer. Et aussi, l'autre chose, c'est que les femmes, on sait très bien qu'il y a aussi quelque chose qui les touche. De toute façon, des travailleuses précaires, c'est que quand on n'a pas suffisamment d'argent pour manger, pour payer son loyer, le travail illégal, le travail hors du marché du travail que font les femmes, beaucoup, c'est le travail du sexe, la prostitution. Et donc ça aussi, plus on augmente la précarité des femmes, plus elles se tournent aussi vers ce type de travail. Et donc là, il y avait une question là-bas. Et ouais, bah vas-y, interviens. Je voulais intervenir parce qu'on est un petit collectif, on a un groupe de lecture. On se réunit le dimanche avec du thé, des petits gâteaux, puis on lit des trucs marxistes. Bon voilà. On a fait un 4 pages. J'ai là un petit tract. Bon c'est pas, ouais non, un 4 pages sur la question de la loi El Khomri et sur la question du comment la loi El Khomri va impacter les femmes, on va dire. Exposé qui est vraiment très intéressant au niveau des chiffres et tout ça. Enfin, c'est du super boulot. Et aussi, moi, je tenais à souligner que la loi El Khomri, elle impacte les femmes dans le sens où, et ça, vous l'avez bien dit, c'est la place des femmes sur le marché du travail qui est structurellement moins bonne. Je voulais juste peut-être ajouter un petit élément d'analyse d'un point de vue marxiste sur qu'est-ce que c'est le travail domestique. Parce qu'en fait, dans un système capitaliste, si on pense la question du travail domestique gratuit, c'est la reproduction de la force de travail. C'est-à-dire les travailleurs, ils rentrent chez eux, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Les femmes, elles vont s'occuper d'elles-mêmes et de leurs enfants, et les hommes, ils vont avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux. Du coup, c'est sur la question de à qui ça profite. Bah évidemment, ça profite aux capitalistes, parce que tout ce travail-là, qui est donc pas effectué, qui est pas payé par il est pas payé par le. Si on reprend l'analyse marxiste, en fait, la question du salaire, le salaire, il couvre ce dont on a besoin pour reproduire sa force de travail. C'est-à-dire, on n'est pas payé pour ce qu'on travaille. On travaille pour rester en vie. Enfin, on est payé pour ce qui est nécessaire pour rester en vie. Mais c'est bon, historiquement ça change. Aujourd'hui, ça compte le iPhone aussi, les trucs comme ça. C'est culturellement, qu'est-ce qu'on a besoin pour continuer à vivre dans la société, à venir rebosser le lendemain matin. Et en fait, du coup, les femmes, quand elles effectuent ce travail-là gratuitement, c'est un cadeau pour les patrons parce que ça, ils ont pas à le payer. Ils ont pas à le payer à leurs employés. Ils ont pas à le payer dans le salaire. Donc, je voulais rajouter ça. Je voulais peut-être rajouter aussi que je vais essayer d'être. Je voulais rajouter aussi qu'il y a une, en fait, dans ce qu'on voit dans la division sexuelle du marché du travail, c'est que du coup le travail domestique, la division entre travail domestique, public et privé, en fait, elle se perpétue dans les métiers qui sont les métiers féminins. Donc les métiers du care, comme tu l'as dit, les métiers où on s'occupe des autres, et en fait le travail domestique il déborde le simple cadre du foyer, quoi. C'est-à-dire que on va continuer à torcher des culs en dehors de torcher les culs de tes gamins, quoi, en gros, pour le dire vite. Et pourquoi je disais ça, c'est parce qu'il y a une partie de ce travail domestique aujourd'hui, comme les femmes, certaines femmes, la majorité des femmes blanches d'extraction petite bourgeoise, ont accès au marché du travail.
Du coup, elles font plus le travail domestique. Qui est-ce qu'elles emploient? Encore des femmes, mais venues d'autres pays ou avec moins de diplômes et puis de soutien familial, de cash dans la famille, quoi. Moins de comme on dit, de patrimoine, voilà, de patrimoine. Et tout ça pour en venir à une citation de Daniel Kergoat, qui donc, cette continuation du travail domestique, on le fait à la maison, on le fait dehors, pour un salaire, et quand on peut pas le faire à la maison, bah c'est d'autres femmes qui vont venir le faire, hein, c'est pas des hommes qui vont venir le faire, c'est bien des femmes, et que du coup ce truc-là, d'embaucher des femmes, Daniel Kergoat, elle a cette phrase que je trouve assez forte, elle dit l'externalisation du travail domestique, donc le fait de faire venir des femmes pour le faire à notre place, a permis l'économie de la discussion au sein des couples hétérosexuels. Voilà, je termine là-dessus. Ok, bah du coup on a tout écouté. Bon, bah c'est bien. Quelqu'un a compris ce qu'elle voulait dire par la dernière phrase? Bah non, la dernière elle m'a étonné aussi. C'est quoi la phrase déjà? Exact. Je sais plus quoi, a permis l'économie des discussions au sein des couples hétérosexuels. Oui. Le fait d'embaucher des femmes moins qualifiées, éventuellement issues de migration, etc., pour faire le travail à la place de la femme bourgeoise, ça a permis l'économie de la discussion. Ouais, peut-être ça leur enlève des soucis, quoi. Moi, c'était juste je pense, pour illustrer le fait que... Enfin, pour illustrer le fait que ça se déplace d'une femme bourgeoise à une autre femme, quoi. À une autre femme exploitée, enfin... Mais qu'il y a quand même la division homme-femme qui reste. Ça reste quand même dans le camp des femmes, ce travail-là, quoi. Ouais. Mais elles peuvent être choisies par les femmes, hein, aussi. C'est pas forcément les hommes. Si dans un couple, quelqu'un il cherche une femme, tu vois, quelqu'un pour faire le ménage, ça peut être la femme qui embauche une femme. Donc là, c'est encore, même si elle proteste, ça continue dans le même système, quoi. T'as noté des trucs? Bah ouais, j'ai noté quelques trucs. Bah, vite fait ce que j'ai noté que les femmes elles travaillaient plus en moyenne. Elles travaillaient 8-10 heures au lieu de 6-8 heures. Que les femmes elles faisaient plus de travail domestique, 70-80% du travail domestique. Mais que bon, c'était naturalisé, donc voilà. Elles avaient intériorisé. Et après, elles ont beaucoup parlé de la division sexuelle du travail salarié. Pourquoi est-ce que les femmes ont des salaires moindres? Donc il y a la division, enfin il y a la ségrégation horizontale et la ségrégation verticale. Horizontale, c'est le fait d'accéder à certains travaux plus qu'à d'autres, ou d'avoir surtout des temps partiels, de discrimination à l'embauche, accéder que à certains travaux dits féminins, de care, etc. De pas réussir à accéder au travail. Et ségrégation verticale, c'est le fait de pas pouvoir monter en hiérarchie, c'est-à-dire verticalement, quoi. De pas accéder aux postes de pouvoir, etc., postes de responsabilité, parce que dans certains milieux aussi féminisés de travail, il n'y a pas assez de syndicats, donc on peut pas construire un rapport vertical vers le patron et gagner des trucs. Voilà. Et à qui ça profite? Du coup, ça profite aux patrons, parce qu'ils ont des femmes pas chères et peu syndiquées, parce qu'elles y arrivent pas, elles ont pas le temps. Et puis ça profite aux hommes qui vivent sur le dos des femmes d'une certaine manière. Et donc, bah, en conclusion, ce qu'elles ont dit, c'est qu'avec la loi El Khomri, c'est marrant, hein, El Khomri, parce que la loi El Khomri, elle est déjà passée, hein. Maintenant, c'est la loi Macron, c'est la vitesse supérieure, donc ouais. C'est marrant d'entendre ça. Si la loi El Khomri passe, ah bah ouais. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, qu'est-ce qui s'est déjà passé et qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah, la situation des femmes, elle généralise à tout le monde. Et puis ce que vivent vraiment les femmes, bah, ça va être de pire en pire. Parce que le patron, à tout moment, dès qu'une femme pourra pas faire un truc à cause de parce qu'elle a intériorisé qu'elle doit s'occuper des tâches ménagères, hop, il la vire. Du coup, elle va rester à la maison. Du coup, elle sera encore plus à la merci de son conjoint. Et voilà. Ça va être de pire en pire. Bah ouais. Faut rester célibataire. Ou trouver un mec qui a compris l'histoire. Ouais, mais c'est compliqué, hein, parce que enfin il y a des intériorisations.
Voilà. Il y a des intériorisations apparemment chez tout le monde, chez les hommes et chez les femmes. Tout le monde a intériorisé ça, donc même les gens qui ont compris, ils ont intériorisé quand même. Oui, il y a un truc que j'ai noté, c'est quand elle parlait des tâches ménagères, elle a aussi mentionné parmi les tâches ménagères la charge mentale de l'organisation. La charge mentale de l'organisation. Du coup, quand on dit par exemple, quand un homme dit à sa compagne par exemple, je vais t'aider dans les tâches ménagères, là déjà il a tout faux. Parce qu'en l'aidant, elle garde la charge mentale de l'organisation. Parce que pourquoi c'est lui qui l'aide, pourquoi c'est pas l'inverse? Parce qu'en l'aidant, en fait, il prend certaines tâches, mais il y a une très importante qui reste, quoi. Enfin, c'était juste un petit truc. Ouais, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Bah ouais, ils ont dit pas mal de trucs, là. Après, j'avais écouté l'atelier. Dans l'atelier, ils parlaient beaucoup enfin, ils ont parlé de plein de trucs, hein. Et ils ont parlé aussi en critiquant et en critiquant pas du fait que les femmes elles se réunissaient, les féministes elles essayaient de se réunir un peu aussi entre elles sans les hommes parce qu'elles estimaient que structurellement ils sont exploiteurs. D'ailleurs c'est ce que disait aussi Patrice, le groupe féministe, il y a un certain m'accepteront pas et tout parce que structurellement je sais pas quoi. Et voilà, du coup il y a des hommes qui comprenaient pas trop mais pourquoi, on est tous humains. Et puis voilà, enfin, il y a eu plusieurs arguments. Une qui disait oui, mais c'est pour permettre à celles qui vivent le truc au quotidien de se réunir, et aussi parfois y compris dans les assemblées. Elle a parlé des syndicats. Après ce discours. Ouais, en fait, je l'ai coupé à 30 minutes, mais en gros, ça dure 1 heure, quoi. D'accord. Ouais, peut-être 1h30 même. Et donc, il y avait pas mal de témoignages. Là, il y en a eu, mais il y en a d'autres aussi qui ont témoigné, comme quoi, y compris dans des syndicats, même dans des trucs autogérés, je sais pas quoi, des groupes anarchistes, etc. C'était très machiste, très sexiste. Enfin, voilà, donc elle devait se battre. Il y en a une, elle a dit, je suis devenue féministe à cause de ça parce que j'étais dans des groupes de lutte et que c'était très très machiste et que j'ai dû devenir féministe malgré moi à cause de ça. Et du coup, il y en a même qui disaient, des fois, les femmes, elles sont des fois avec carrément parmi le groupe avec entre guillemets des agresseurs, quoi. Des gens qui les harcèlent ou quoi, et du coup c'est difficile de parler, y compris par exemple dans des assemblées ou des trucs comme ça, ou dans des syndicats. Du coup c'est aussi pour ça qu'elles essaient de construire des lieux, des espaces où elles se réunissent entre elles, on va dire entre victimes, et d'autres espaces communs. Voilà. Après je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour Qu'est-ce que t'en penses, Florence? Comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là de parité de la discrimination des femmes dans le travail, je sais pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est en parler et discuter avec eux, les hommes, donc, puisque là, c'est le problème viendrait de là. Pour arriver à faire comprendre tout ce qui a été dit là par ces deux filles. D'ailleurs, c'était pas mal, elles avaient bien préparé leur truc, hein. Et donc voilà, en ayant des bons arguments, en essayant de convaincre. Sinon, je vois pas, on va pas employer la force. Donc voilà, je vois pas autre chose, quoi. Informer le fait que la parité doit être là et qu'il n'y a pas de raison que les femmes travaillent plus que les hommes, parce que je suis tout à fait d'accord, moi, sur le fait que le fait de rentrer à la maison, de s'occuper des enfants, du ménage, etc., c'est un travail, hein, c'est clair. Donc elle travaille 2 fois, quoi. Et les hommes peut-être 1 fois et demie, d'après ce que disaient les conteuses tout à l'heure, les rapporteuses. Voilà. C'est ça, hein, par essayer de les convaincre. Bon, c'est difficile d'ailleurs, on le voit ici sur la place. Les hommes qui passent, ils sont pas vraiment prêts à écouter les femmes, hein. Donc il y a du boulot. Et espérons que petit à petit ça s'arrangera. Malheureusement là, avec la loi El Khomri et les amendements Macron, c'est pas le cas. Et donc j'ai appris donc qu'on était les avant-derniers, je crois, ou avant-derniers sur le... Donc voilà. C'est pas gagné, quoi. Je sais pas qui je vais me renseigner, tiens, savoir qui est en premier, deuxième, enfin au début, quoi.
Voilà. Moi, je parierais sur des pays genre scandinaves Oui, ou quoi. je pense. Ça m'étonnerait pas. Genre des pays du Nord un peu. Et ils sont vachement progressistes sur les trucs type droit des femmes et tout. Je pense aussi. La France. Et Mohamed, t'en penses quoi toi du droit des femmes? Tu vas en dire un mot? Non, ça te dit pas? Mais les femmes, le fait que les femmes soient moins payées, t'as un avis sur ça quand même? Je sais que, comme il disait à la télévision, discriminer. Vas-y. Si, c'est bien, vas-y. Donc t'as vu à la télé? Ah là là, Mohamed, t'es un peu timide, c'est ça? Ok. Et alors, ah oui, un truc aussi que j'avais retenu, une personne qui disait un truc qu'on peut faire aussi, enfin ici et maintenant, enfin au quotidien, quoi. À part le fait de gagner des droits, les droits, c'est un peu sur le long terme. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas laisser passer. C'est-à-dire que par exemple, quand je sais pas moi, il y a un groupe qui fait une remarque désobligeante, machiste ou je sais pas quoi, ou une blague qui devrait paraître normal, genre haha drôle, parce qu'on a intériorisé que se moquer des femmes, c'était drôle, et les rabaisser c'était drôle, et je sais pas quoi. Et il disait ne pas laisser passer, et y compris qu'on est un homme cis et blanc, par exemple, ou voire pas blanc, mais enfin quand on est un homme, se désolidariser des autres, parce qu'il y a un certain effet de groupe et tout. Donc voilà, il y a ça aussi. Ça c'est un truc relativement immédiat que chacun peut faire à son niveau. Bah, ça c'est pas évident non plus parce que c'est le cas, hein, même dans des personnes de nuit de Bounis, moi des fois j'entends des trucs, aïe aïe aïe. Mais voilà, comme ça risque de dégénérer souvent, c'est vrai que je me retiens moi parce que c'est le temps monte vite chez l'homme auquel on fait une remarque et du coup c'est pas évident quoi. Voilà, à continuer à essayer de convaincre que c'était pas drôle. Parce qu'ici avec Mickaël c'est... Ah ouais, juste la personne là tout à l'heure qui est passée, il avait un discours pas top. Je sais plus ce qu'il a dit, mais ça me paraissait relativement sexiste. Je sais plus. Il a dit quoi? Que Marie a été violée. Ah oui, Marie a été violée. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il voyait, on parlait des femmes, droit des femmes et tout. Il se dit, Marie a été violée. C'est vraiment bizarre. Ah ouais, bon. C'est chaud, hein. Du coup, je me dis, bon, lui, c'est quelqu'un de la rue. Bon, il survit dans la rue, entre guillemets. Comment est-ce qu'une femme ferait pour survivre dans la rue? Bah, il y en a, hein. Ouais, mais bon, je veux dire, face à quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà, c'est compliqué, hein. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire aussi par rapport aux droits des femmes. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc là, je vais juste empiéter un petit peu sur mon prochain, quand je me déciderai à faire cet atelier. C'est que dans l'écriture, donc le masculin l'emporte sur le féminin. Et ça s'est généralisé et pas seulement dans l'écriture, donc, mais c'est devenu vraiment. Enfin, c'est pas devenu, c'est depuis tout le temps un adage, on peut dire, un truc comme ça. Enfin voilà, le masculin l'emporte sur le féminin. Bon, ça évolue, ça peut changer, mais c'est pas gagné. Parce que il y a beaucoup de détracteurs. Enfin, je vais pas me lancer dans cet atelier-là maintenant, mais il y a une grande évolution de ce côté-là, donc de l'écriture. Bon, le plus simple, quand on rajoute un E entre parenthèses. Mais il y a beaucoup de détracteurs, dont les académiciens d'ailleurs. Et c'est vrai que, outre le fait qu'il est mal perçu de l'écriture, ce serait un peu compliqué oralement, ça c'est vrai. Mais c'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. Sur un long terme, c'est vraiment faisable. Ah bah
Bah vivement l'atelier écriture inclusive, hein Florence. J'en découvre tous les jours des trucs, putain, ça sera... Ah bah ouais, ah, bah, attention, hein, c'est le plus compliqué quand on prépare à l'atelier, c'est surtout de pas faire une présentation trop longue. Eh ben Parce ouais, que c'est très justement, facile de faire une présentation très vite, très longue. Du coup, ce qui va, enfin, moi, en général, quand je prépare un truc, après, j'ai du mal à raccourcir. Mais c'est le problème que j'ai maintenant, parce que là je mets tout ce que je trouve sur Word et puis je travaille un peu au fur et à mesure, mais j'en ai plein, quoi. Donc il va falloir que je trie ça ou que je fasse 3 mois de écriture inclusive. Non, je ferai pas 3 mois. Voilà. Mais je vais y arriver un jour. Hein. Après, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on pouvait partir de notre expérience pour voir ce que ce truc-là nous apporte. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as à dire dans ton expérience, toi, Florence? Moi, j'ai eu beaucoup de choses, hein, donc. J'ai toujours essayé de résister aux attaques masculines ou anti-féminines du moins déjà. Et j'y suis arrivé par moments. Entre autres, j'ai fait plein de boulots, hein, plein de boulots. J'ai changé plein de trucs. Mais j'en ai eu gardé un pendant 10 ans où j'avais une entreprise de construction de décors. Et là, c'est moi qui, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, menais la baraque ou je sais pas quoi, quel terme je veux prendre. Et j'avais beaucoup d'hommes qui travaillaient sur les décors. Et par contre, moi, j'ai jamais ressenti de problème de ce côté-là. Bon, déjà dans le théâtre, dans le spectacle, les mentalités sont quand même un peu plus évoluées, je trouve. Ayant vécu là-dedans beaucoup. Bien que c'est pas encore gagné, hein. Et j'ai jamais senti le reproche d'être responsable de la société, hein, vraiment. Et j'ai fait beaucoup de travaux difficiles pour les femmes, parce que beaucoup de construction de décors c'était avec du métal, de la ferraille, des énormes barres à percer, à porter, ce que j'ai fait pendant très longtemps, et j'étais très contente de le faire. Mais c'était fatigant, bien sûr. Et moi, vraiment, ces 10 ans-là, j'ai appris à manipuler plein d'outils, du coup, parce que j'avais un atelier d'outils. Donc, je sais faire pas mal de choses. Et, j'oublie un peu des fois, mais dans l'ensemble, quand même. Et vraiment, ça a été 10 ans de ma vie. Et voilà, en plus, on faisait la fête tout le temps, donc c'était bien. C'était impeccable pour moi. Voilà. Alors dans les autres boulots, j'étais beaucoup en intérim ou dans les centres de loisirs, choses comme ça. Mais là il y avait très peu d'hommes déjà, donc il y avait pas trop ce problème-là. Et voilà. Pour l'instant, je vois pas autre chose. Et alors dans les boulots où il y avait peu d'hommes, donc c'est des boulots spécifiquement féminins. Donc là, ce qu'elle disait, c'était que a priori c'était éventuellement moins syndiqué, des conditions éventuellement plus difficiles, peut-être même moins bien payées. Qu'est-ce que ouais, c'est le cas. Dans les boulots là où il y avait moins d'hommes, par exemple. Non, je crois pas qu'il y avait de différence de salaire. Non. C'est les centres de loisirs, les classes de neige, les classes vertes, les choses comme ça. Je fais ça. Mes premiers boulots c'était ça, et non, là tout le monde était payé pareil. C'était pas ça ta question? Non, par rapport aux autres secteurs, je veux dire. Ce secteur-là qui était typiquement féminisé, qui serait plus opprimé que les autres secteurs, qui serait réservé aux femmes, et comme les femmes elles ont pas assez de temps d'être combatives parce qu'elles doivent s'occuper du foyer, non, pas vraiment. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors là, je sais pas. Ok. Et alors donc ton travail là sur 10 ans, c'était toi qui étais la patronne. Et je sais pas, tu ressentais pas, je sais pas, tes employés masculins, ils avaient pas une certaine gêne, ils se disaient pas, t'as jamais ressenti de problème par rapport au fait que t'étais une femme, il y avait... Non? Non. Ok. Non, c'est pour savoir. Hein. Non. Ok, mais bon, ok. c'était des potes, hein, moi, je les connaissais. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin, la majorité en tout cas. Ok.
Moi, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'expérience. Puis, tu veux dire un truc? Oui, parce que moi j'étais dans la Sarthe pour faire ça, parce que j'avais acheté un atelier, donc un endroit où c'était pas cher, et c'était très bien d'ailleurs. Et du coup, on a eu beaucoup de contacts avec, parce qu'on était quand même assez sociable, avec des agriculteurs du coin. Ou alors là, les femmes, on les voyait jamais. Hein, elles restaient à la maison, à faire les bocaux, à aller faire au jardin et préparer le cochon. Là, c'était l'homme qui tuait. Mais voilà quoi, on les voyait très 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 rarement. Les hommes venaient très souvent, les fermiers. Causer, boire un coup, ils étaient épatés un peu par l'ambiance qu'il y avait chez moi et ça leur plaisait bien, mais les femmes on les voyait vraiment extrêmement rarement quoi. Ouais, c'est ce qu'elle disait là, des femmes qui aident éventuellement les hommes, mais ça fait partie du travail domestique. Le problème vraiment c'est qu'il est pas payé quoi. Parce que quand un truc est pas payé, tu possèdes moins de trucs, donc t'es à la merci de quelqu'un. C'est ça qui est chiant. Ah il y a Chantal. Elle revient. Et donc, donc moi donc par rapport à mon expérience, étonnamment, peut-être c'est le domaine. Donc moi je suis dans l'informatique, dans des entreprises dites un peu libérées. Merci, merci Chantal. Pourquoi ça fait du bruit comme ça? Oui, donc dans des entreprises un petit peu libérées, tout ça. Et au contraire, j'ai l'impression que les femmes, le truc c'est qu'il y a très peu de femmes en fait en termes de développement informatique, il y a peu de femmes. Donc au contraire, elles sont très choyées. On essaye enfin je sais pas, elles sont très très mises en avant, etc. Elles sont pas du tout primées. Ouais. Donc je sais pas, peut-être parce qu'il y en a très peu ou que c'est un milieu qui est très je sais pas, j'ai l'impression que c'est un milieu un peu progressiste, peut-être. Je sais pas trop. En tout cas, moi, dans mon entreprise, j'ai pas l'impression qu'il y ait... pas salarialement, évidemment, non. Ah, quoique, peut-être... Oui, effectivement. Alors ça, c'est à mon niveau. À mon niveau, en tout cas, c'est-à-dire dans mon niveau hiérarchique, toutes les femmes qu'il y a, donc il y en a pas beaucoup, mais toutes les femmes qu'il y a, elles sont assez respectées quand on essaie de les mettre en avant, pas du tout de les rabaisser, etc. Mais par contre, il y a quand même l'aspect sur la hiérarchie, c'est-à-dire quand on va très très haut, il y a des femmes directrices, il y en a pas beaucoup. Ouais, parce qu'en fait c'est par cooptation et je sais pas, c'est ce qu'elle disait. À un moment, elle a dit les femmes au niveau de la hiérarchie, donc ça c'est la ségrégation verticale. Elle disait soit elles sont trop gentilles et tout, on va dire elles sont pas assez de poigne pour soit elles sont elles ont trop de poigne et là on va dire mais elles sont castratrices, c'est bizarre, elles sont lesbiennes ou je sais pas quoi. Voilà, par cooptation, les mecs ils prennent des mecs, je dirais même les blancs prennent des blancs, enfin c'est un peu c'est le même système hein. D'ailleurs si on regarde ma hiérarchie, dans l'entreprise il y a de tout hein. Mais d'ailleurs il y a aussi beaucoup de femmes, c'est seulement dans le développement informatique qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il y a des secteurs management, etc. il y a un peu tout. Mais par contre dans les directeurs il y a très peu de femmes, très peu de noirs, très peu de minorités après tout. Ouais, c'est une entreprise très internationale, mais quasiment que des Français sur le top management. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de Français qui sortent de l'école polytechnique, parce que ils se prennent entre eux. Enfin bon. Et voilà. Donc moi, j'ai pas beaucoup plus d'expérience que ça à apporter, mais en tout cas, d'après les statistiques qu'elle donne, clairement, dans la population, il n'y a pas photo quoi. C'est vrai que nous on n'a pas du coup, personnellement on n'a pas vécu vraiment ce problème-là quoi. Mais il existe, hein, ça c'est évident. Et sinon au foyer, moi ça a été, hein, enfin je dirais, non mais c'est vrai, j'ai pas eu de, voilà, on n'avait pas, enfin bon, non chacun s'occupait, enfin il y avait pas de soucis de préparation et tout. Bon, je pense, j'en faisais plus quand même, je pense. Oui. Ouais, quand même. Mais enfin bon, je suis pas tombé sur des gars qui arrivaient et qui se foutaient devant la télé et qui buvaient leur bière, hein. C'était pas ça. Donc, voilà. Et toi, Romane?
avec ta nana. Ah bah ouais, bah moi pareil, hein, enfin on essaie de faire les trucs ensemble. Hein. La Donc cuisine. moi je suis assez jeune. Ouais, la cuisine, tout. Bon, on n'a pas encore d'enfant, alors ça peut-être la question se pose pas suffisamment encore. Mais ouais, on essaie de faire des trucs ensemble dans la mesure du possible. Mais bon, je sens quand même des intériorisations. Même toi, regarde, t'as dit ah non ça allait, puis après t'as dit ah j'en faisais quand même un peu Oui, plus. oui, c'est Bah vrai. si t'en faisais plus, c'est que ça allait pas. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Donc tu vois, l'intériorisation, elle est vraiment, c'est chaud, mais elle est, tu vois, parce que toi t'es une femme, t'es pas un homme, donc elle est chez les hommes, mais elle est aussi chez les femmes. Donc c'est chaud. Je veux dire, les femmes, je dirais, elles peuvent pas se préserver d'elles-mêmes. Enfin, à un moment donné, t'enlèves les hommes, il reste les femmes, mais il y a l'intériorisation, elle s'en va pas, quoi. Et non, mais rien à voir. Je voulais aussi dire un petit truc auquel je viens de penser. Dans une conférence, Friot, à un moment, il disait, ça m'a choqué ça. Il disait que Croizat, Ambroise Croizat, dans les années 46, 47, au moment où il était ministre je sais plus de quoi, du travail, je crois, il avait augmenté les allocations, des allocations sociales, et il les avait généralisées à tous les travailleurs et pas, enfin à toutes les personnes ayant des enfants, et pas seulement aux travailleurs qui ont des enfants. Donc ça, c'était son geste communiste vraiment fort, c'est-à-dire les parents ont droit à du salaire et pas seulement les gens qui travaillent et qui ont des enfants ont droit à du salaire. Tout le monde, tous les parents, ça c'est vrai. Et puis là, le truc auquel je viens de penser, c'est il avait, donc pour essayer de contourner, parce qu'il n'avait pas le droit d'augmenter les salaires, il n'avait pas le droit de faire la hausse du salaire, sinon on allait le virer. Donc pour essayer de contourner, il avait fait les allocations, machin et tout. Et puis il y a une deuxième chose qu'il avait faite, c'était enlever la décote de 10% sur le salaire des femmes. Il y avait dans la loi une décote de 10%, c'est-à-dire de manière légale. Quand une femme était embauchée quelque part, il y avait des barèmes, bah il y avait un barème 10% en moins, parce que c'est une femme. En 1946, il y avait ça. Et Ambroise Croizat, il a enlevé, il a fait ouais non, voilà on enlève. C'est incroyable ça. 46, il y a pas, il y a pas si longtemps que ça non plus. Une décote de 10%. Légalement carrément, c'est même pas, c'est même pas un truc. Non, c'était légalement. Ils avaient estimé que les femmes, elles étaient inférieures aux hommes, donc bah il y avait une décote. Ça, je sais pas, ça me choque. Maintenant, c'est peut-être plus légal, mais je crois que c'est toujours le cas. Hein? Heureusement que ça l'est pas, oui, mais malheureusement, puisqu'elles sont largement moins payées que les hommes, ça existe, même si c'est illégal. Voilà. Donc je pense qu'après il n'y a pas assez de lutte de leur côté, parce que évidemment c'est pas évident. Comme elle disait d'ailleurs tout à l'heure, syndicalement elles avaient du mal à avoir le temps de s'en occuper, parce que ça prend du temps bien sûr. Et j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je disais avant? Ah oui, que c'était illégal toujours la différence de salaire, mais qu'elle existait toujours. Oui, c'est ça. Chantal, tu veux dire, je sais pas, une expérience éventuellement, Chantal, sur le fait, enfin les femmes par rapport au travail, le fait qu'elles soient un peu plus discriminées, qu'elles aient moins de salaire, ou je sais pas. Éventuellement une expérience. Il y a beaucoup d'émissions de radio sur France Inter, France Culture, qui parlent des femmes, justement. Et je pensais aussi à une émission importante grâce à Flavie Flament, qui a écrit un livre sur le harcèlement. Elle a été violée à l'âge de 13 ans, et en fait, c'est un peu grâce à elle si des mouvements des féministes se sont révoltés comme ça contre ces mauvais bonhommes-là ils maltraitent les femmes, etc. On en parle beaucoup, de plus en plus, et ça donne du courage pour parler un peu plus. Bah là oui, c'est Balance ton porc, j'imagine que tu parlais là. Ils sont en train de... Ouais, bah il y a eu malheureusement beaucoup de femmes violées, ouais. Mais toi, personnellement, dans ton travail, quand tu bossais, t'avais des problèmes de ce côté-là, entre hommes et femmes, ou...
Non, non, c'était équivalent. Dans le travail, non, j'ai pas connu ça, non. Dans les histoires de couple, par contre, oui, c'est vrai que moi, je travaillais plus. J'avais plus de boulot à la baraque. Et puis, quand je travaillais, j'avais le travail de la maison en plus. Ça s'appelle d'ailleurs la charge mentale, je crois. La charge mentale. Ça, on n'osait pas en parler, c'était naturel. C'était comme ça, le copain allait au foot. Alors ça, par contre, c'est pour ça que j'aime pas du tout le foot. Parce que là, il m'emmenait chez les parents. Et moi, soit je restais chez moi, soit j'allais chez ses parents et lui aller au foot. Ça, j'aimais pas trop, quoi. Ouais, c'est la double journée en fait. Les femmes, elles ont la double journée de travail, c'est-à-dire si elles veulent avoir un salaire, elles doivent travailler, mais en plus, quand elles rentrent, elles ont le double peine de travail. Il faut faire le travail à la maison parce qu'elles ont intériorisé que c'est comme ça depuis longtemps. Ouais. Alors, moi, je pensais que ça avait évolué quand même les couples, les relations hommes-femmes dans les couples. Maintenant, bon, je sais pas trop, parce que, enfin, c'est ce que j'entends, quoi. Mais bon, j'avais l'impression quand même qu'il y avait beaucoup de, enfin, au moins les gens que je vois, que je fréquente, ouais, il y a, bon, ça reste inégal, mais quand même, il y a une sacrée amélioration, je pense. Hein. D'ailleurs, voilà, comme ton cas ou comme le cas de beaucoup, je pense. Je vois Mathieu, par exemple, lui. Il fait beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai, il est... Ben, écoute, il a pas l'air, hein. Et voilà. Donc, j'espère que je me trompe pas et que ça va dans le bon sens, quoi. Bah ouais, carrément. Je pense que ça va carrément dans le bon sens. Il y a clairement, quand tu regardes d'une génération à l'autre, c'est énorme, hein. La vitesse à laquelle ça avance. Mais bon, il y a encore... Peut-être que maintenant que ça a justement pas mal avancé, peut-être que les femmes ont obtenu des droits, qu'elles commencent maintenant à même être salariées, alors qu'avant elles avaient même pas de salaire, elles avaient rien, elles étaient moins que rien. Maintenant elles se rendent compte qu'en fait, bah tiens, on est inférieur, que c'est peut-être pas normal. Elles n'avaient pas le droit de vote. Voilà, donc avant c'était bien pire, je pense. Et puis bon bah ça c'est le libéralisme, hein, d'une certaine manière. Bah oui, c'est le libéralisme qui donne des droits à tous les individus, y compris aux femmes. C'est-à-dire d'une certaine manière, qui casse la famille telle qu'elle était dans le passé. Bon, ça c'est une vision un peu marxiste de la chose. Qui casse la famille telle qu'elle, enfin, ce que Marx appelle la famille bourgeoise, en fait, la famille telle qu'on la connaît, qui la casse. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. C'est pour ça que l'extrême droite, d'ailleurs, se sert de ça en disant la famille avant c'était mieux, maintenant regardez, il y a des divorces partout. Donc c'est que quelque part. Les gens de gauche et puis les libéraux en fait ils sont du même côté. Bah oui, c'est pas faux. Sur le droit des femmes, on est du même côté. Qu'est-ce que tu veux qu'on me dise? Bah ouais. Mais donc ouais, non, clairement, je pense que ça, je sais pas, à chaque génération, ça avance énormément. Quand je vois mes parents, par exemple. Et puis mais c'est pas que mes parents, c'est que quels que soient les gens à qui je demande, leurs parents, bah c'était pareil. Le parent de ma copine, c'était pareil. Enfin. Il y a vraiment une différence de génération. On n'a pas grandi pareil, on n'a pas été éduqué pareil. Ouais. Clairement, moi je trouve que ça avance dans le bon sens. On va gagner. La victoire est proche. Enfin, peut-être dans quelques générations. Je ne sais pas. Après, dans les milieux très bourgeois ou je sais pas si c'est où il y a les domestiques, ils sont là. Bah c'est vrai, hein. Bon, voilà. Alors donc je sais pas du tout. Là, je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. S'il y a une évolution ou pas, ou si Madame reste là parce qu'il y a de l'argent ou vraiment, je sais pas trop. Bah, en fait, je pense ça dépend beaucoup de si madame travaille ou pas, en fait. Enfin, travaille
au sens de produire de la valeur, hein. C'est-à-dire au sens où son travail, parce que comme elle disait, il y a quand elle donne les heures, les femmes travaillent 8-10 heures, les hommes 6-8 heures, c'est en comptant le travail domestique. Donc madame, évidemment, elle travaille toujours, mais ça dépend si son travail est reconnu ou pas. C'est-à-dire si c'est un vrai travail ou si c'est de l'activité utile mais pas productive. Voilà, donc si madame travaille mais son travail n'est pas reconnu, elle reste à la charge de monsieur. Et si par contre son travail commence à être reconnu, on dit vous produisez, si c'est elle qui produit, elle est propriétaire de ce qu'elle a produit. Du coup, au bout d'un moment, le pouvoir se déplace automatiquement par ça. C'est simplement un droit de propriété. Hein. C'est juste qu'on a un droit de propriété historiquement, le droit de propriété, je sais pas à quel moment, il y a des milliers d'années, il avait basculé du côté des hommes. Enfin, les hommes étaient propriétaires, ils ont fait le système de droit de telle manière à ce qu'ils soient propriétaires de tout. Et les femmes étaient propriétaires de rien. Du coup, si elles voulaient survivre, fallait qu'elles soient tout le temps au service des hommes. Et là, la propriété est en train de se déplacer petit à petit, j'ai l'impression. On est en train de reconnaître aux femmes une productivité et du coup une propriété. Ouais, c'est ça. Et ça, encore grâce au libéralisme, hein, d'une certaine manière. Le libéralisme qui reconnaît le droit de travail salarié, etc., y compris pour les femmes. Bon, même si le libéralisme, on a dû un peu l'aider, hein, lui mettre un peu des coups de pied au cul. Jean Croizat, c'est pas un libéral, c'était un communiste, hein, mais bon, qui a enlevé la décote là. La décote, c'est quand même abusé, hein. Ouais, c'est incroyable. Non mais une décote de 10%. En 1900, dans les années 1950. C'est très proche. Et on n'est pas au début du 19e siècle, hein. Ouais, c'est dommage. Peut-être, je pense que comme c'est un jour qui pleut, du coup il y a peu de gens. Ouais, on peut dire ça. Cela dit, j'ai envie de dire les femmes. Bon, on va dire là il y a moitié-moitié. Oui. Ah non, avec Doun, il y a plus de femmes que d'hommes dans cet atelier. Ouais. C'est une très bonne chose. On a réussi à faire participer plus de femmes. Anada. Ah oui, exact. C'est une femme aussi. Ah, vous êtes sûr majoritaire là. C'est une femme. Ah oui, tout à fait. Ouais. Qui bravons la tempête. C'est ça. Mais du coup, peut-être qu'on pourrait. Alors, je sais pas, on pourrait continuer à la discussion. Je sais pas. D'autres choses à dire. Je sais pas. Est-ce que Doun, qui voulait pas parler, est-ce qu'elle voudrait quand même dire un truc Si jamais tu veux, Doun, n'hésite pas. Hein. C'est partager une expérience ou autre. Et sinon, on pourrait parler éventuellement de l'atelier de la prochaine fois. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement en lien avec celui-là ou pas. Ah, Doun voudrait peut-être dire un truc. Attends, Doun. Attends, on va enlever le truc. Hop. J'ai pas particulièrement quelque chose à dire là-dessus. Je sais pas trop. Au niveau salaire, je pense que j'étais sur les salaires d'animation. C'était pareil, homme ou femme, et sur les salaires dans d'autres jobs. Je pense pas qu'il y ait eu une différence non plus, mais je connaissais pas forcément mes collègues, donc ça réglait le problème. Et puis dans ma vie, il y a plein de choses, mais bon, je pense que j'ai pas trop forcément envie de raconter ça particulièrement. Donc non, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur le sujet. Je suis désolée. Ok, ouais, pas de souci. Hein. De toute façon, on partage chacun ce qu'on a envie. Oui, du coup, on pourrait revenir à l'atelier de la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, en lien avec ça, déjà, il y a l'écriture inclusive. Pas forcément la prochaine fois, mais qui arrivera bientôt. L'écriture inclusive, ouais, ça c'est très lié à ces sujets-là. Ah si, j'ai un truc. Attends. Hop. Je pense que j'ai loupé une petite partie de ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense pas que vous en ayez parlé, mais je pense que tout ce qu'il y a eu autour de MeToo, l'affaire Weinstein,
tout putain, je sais plus comment ça s'appelle, le tweet qui avait été lancé, balance ton porc, etc. Je pense que tout ça, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses aux jeunes, hein, déjà particulièrement. Je suis pas sûre que les plus vieux ils prennent vraiment conscience du truc, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en ont rien à foutre, justement, par rapport à l'éducation dont vous parliez tout à l'heure. Maintenant, moi j'espère vraiment que tout ça, ça va faire bouger les lignes, parce que je pense qu'en fait les lignes, elles sont peut-être en train de bouger à ce niveau-là. C'est que j'espère que ça ne sera pas qu'une prise de conscience. Honnêtement, j'ai de gros doutes, parce que les Français sont quand même des gros bourrins, et les hommes sont des gros bourrins souvent aussi. Donc je suis pas très sûre de ça, mais je pense que ça peut faire quand même bouger les choses à tous les niveaux, quoi, par rapport à la femme, à ses droits, et en particulier, en l'occurrence, dans le travail. Voilà, je voulais vous dire ça quand même. Ok. Bah merci de ces infos. Et ouais, bah j'espère que ça va bouger aussi, hein, petit à petit. Oui, moi je reprends sur MeToo, là, effectivement, parce que c'est beaucoup du harcèlement pour avoir du travail. Bon, il y en a apparemment beaucoup, parce que je suis ça un petit peu sur Facebook. Ça semble être beaucoup sur les activités artistiques, cinéma, choses comme ça, beaucoup. Mais voilà, quoi, c'est les femmes qui étaient sollicitées par les metteurs en scène ou les réalisateurs pour avoir un rôle, quoi. Donc c'est absolument aberrant, et c'est ça qui est beaucoup dénoncé. Donc après on apprend qu'il y a plein de femmes qui avaient été violées, qui n'avaient pas osé le dire. Parce qu'après, il faut aller porter plainte au commissariat. Les gendarmes sont morts de rire, ces chers messieurs. Voilà, donc enfin, c'est un parcours très compliqué. Et puis, il y a souvent la honte, la peur de la personne à qui c'est arrivé, je suppose. J'ai pas eu ça, heureusement. Mais on en apprend plein, là. Et c'est vrai que c'est pour accéder à un poste de travail que ça se produit. Donc voilà, c'est extrêmement déplaisant. Ok, bah ouais, bah c'est ce milieu spécifiquement, tu penses, qui est touché par ce genre de choses? Ce que je vois moi là sur Facebook, en tout cas, hein, je suis toutes les réclamations et tout, enfin la plupart, hein, c'est des jeunes actrices ou photos ou mannequins ou ouais, voilà. La majorité de ce qui se passe là, c'est beaucoup ces femmes-là. Hein. Tu suis un peu, toi, Chantal? Bonne Pointel, oui, Florence, ce sont ces femmes-là parce qu'elles sont médiatisées, tandis que les lambda, comme toi et moi, on doit fermer sa bouche et puis voilà, encore plus. Et c'est là que ça fait un appel d'air, on peut enfin s'exprimer. Vive les femmes, convergence des femmes, et je voulais dire aussi en avant woman. Il n'y a pas que dans le milieu du showbiz en fait. Hein. De toute façon, il y a déjà tout ça. Il y a pas mal de merdes qui sont remuées quand même depuis un an ou deux avec les hommes politiques. Ça a commencé, c'est Strauss-Kahn en fait qui a lancé la mode. J'ai envie de dire. C'est à cause de Strauss-Kahn que après il y a eu des choses qui sont sorties. Après il y a eu l'autre là, je vois sa tête mais je sais plus son nom, des politicards, enfin il y en a eu un il y a pas très longtemps encore, ça doit faire un an à peu près d'ailleurs. Il y a pas que le milieu du showbiz, mais ça on en est conscient ou consciente nous. Mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Enfin sur Twitter, je sais pas si vous êtes sur Twitter, mais en tout cas sur Twitter il y a eu beaucoup
beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des gens qui ont été lancés. Alors c'est sûr que on parle évidemment que de ceux qui sont connus, comme vous le disiez, mais non, il n'y a pas eu que ça. Ça a pris une telle ampleur de toute façon sur Twitter que les médias en ont quand même parlé, quoi. Donc les médias parlent pas de tout non plus, toujours. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas parlé des politiques, mais effectivement, c'est assez terrible ce qui se passe dans cette catégorie de travail. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait comme atelier les prochaines fois? T'as quelque chose toi en vie ou pas? Alors, que j'ai commencé, non, mais moi, je sais pas, je me disais que je pense comme truc là que j'aimerais faire, ce serait le droit à la paresse de Paul Lafargue. C'est une espèce de pamphlet. Je l'ai un petit peu parcouru, il est écrit de manière assez drôle. Bon, c'est un style un peu ancien parce que c'est 1880, donc c'est il y a assez longtemps. C'est le gendre de Marx. Il était marié avec la fille de Marx, ouais. Il est un peu anarchisant sur les bords, mais bon, oui, il a l'air sympathique. Lafargue. Lafargue, je crois, ou Lafarge, enfin. C'est droit à la paresse, ouais. C'est un peu provocateur, hein. Il est, ouais, c'est pas un truc très extrémiste, hein. C'est un truc, en fait, au final, c'est un truc pas si extrême que ça, que ce que ça en a l'air, hein. Mais bon, je pense que je ferai pas mal de citations parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez drôles. La manière dont c'est écrit, c'est un style très pamphlétaire, donc voilà. Donc ouais, j'aimerais bien faire une petite présentation de ça. J'essaierai de faire pas trop long, évidemment, c'est ça qui est un peu dur. Voilà, il y a ça que je vais essayer, je pense, de préparer le prochain truc, moi. Sinon, ça, du coup, ça n'a pas trop de rapport directement avec le sujet des femmes. Mais voilà. Et après, sinon, si jamais on a, donc toi, tu fais l'écriture inclusive, c'est un truc un peu hors thème, mais qui a un rapport avec les femmes, du coup. Enfin, hors thème par rapport au travail, mais qui a un rapport avec le sujet des femmes. Après, je sais pas. Après, bon, évidemment, si sur le coup on n'a rien entre guillemets de préparé, que nous on a préparé comme présentation, il y a toujours les deux autres présentations que je trouve aussi très bien. Tu vois, celle-là, elle était très bien. Hein. Elle était vachement bien. Il y a les deux autres aussi qui portent sur le travail. Donc il y a celle du travail en prison. Elle avait l'air d'intéresser Clovis aussi. Et il y a aussi celle des migrants qui sont exploités. Le travail des migrants, l'exploitation des migrants au niveau du travail. Donc ça, celui-là aussi, il est pas mal. Il dure 30-35 minutes. La présentation est un peu longue, mais voilà. Bon, celle-là, au final, elle a duré 30 minutes. Hein. Donc bon, éventuellement, on peut la couper en deux. Enfin, faut voir. Hein. Voilà. Et après, voilà. Donc après, le droit à la paresse, moi, je pensais le faire en même temps que un autre livre mini livre. C'était l'abolition du travail, un truc beaucoup plus récent par Bob Black, qui m'a l'air assez bien aussi, et plus récent, dans un style un peu moins pamphlétaire et plus, ouais, c'était pas mal. Je l'ai parcouru aussi, mais je pense que c'est pas possible. Enfin, ça c'est possible de le préparer, mais si on le fait en un atelier, c'est juste, ça va être bâclé les deux et c'est compliqué, quoi. Ça sert à rien. Je me suis rendu compte que faire trop de choses dans un même atelier, les gens ils tiennent pas en fait. Les gens ils tiennent pas. Donc au bout d'un moment, même s'ils faisaient pas froid, au bout d'un moment ils en ont marre. C'est ça. Donc voilà, donc prochaine fois, je sais pas, on voit si on a on décidera dimanche. Si on a un truc prêt, ouais, on décidera dimanche. Et si on a un truc prêt, éventuellement on fera le droit en prison ou les travails des migrants. Ouais, on fait comme ça, je sais pas. Après, moi j'avais trouvé plein d'autres trucs, j'avais trouvé des articles sur Spinoza que j'aimerais bien faire aussi, sur plein de trucs. J'aimerais bien aussi trouver des trucs sur les entreprises libérées. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Je pense qu'on peut lier aussi le capitalisme cognitif à ce sujet du travail. Ouais, on en avait parlé un petit peu. Alessio, il avait introduit le sujet l'année dernière. Et on avait traité un petit article là-dessus, on avait parlé un petit peu. C'était sympathique.
Donc voilà, en fait il y a plein de sujets. Et puis il y a aussi on peut aussi regarder du côté des vidéos là, des gens, on va dire des sociologues du travail ou je sais pas quoi, qui sont interviewés et qui dont on a des petites interviews comme ça qui disent des trucs spécifiques sur certaines choses liées au travail et qu'on pourrait comme ça prendre des petits extraits, les écouter et réagir suite à ça. Donc mais ça il y a un petit peu de travail de recherche et de compilation d'extraits comme ça à faire. Mais bon, ça peut être sympa aussi. Enfin voilà, de mon côté, voilà. Après, je sais pas, il y a Mathieu aussi qui voulait faire son truc hors thème, je crois. Oui. Sur déisme, athéisme, etc. Des choses comme ça. Oui, pourquoi pas, c'est hors thème aussi, mais chacun amène ce qu'il veut. Hein. Et toi Chantal, est-ce que tu aimerais nous présenter quelque chose un jour? Tiens. Oui, qu'est-ce qu'on fait en interne, nous? Parce que nous avons beaucoup de droits, mais souvent nous ne savons pas les faire valoir. Il suffirait d'un petit geste parfois pour s'entraider, et c'est ça qui nous manque énormément, je pense. À avoir au quotidien ce qu'on peut faire au quotidien pour s'entraider les uns les autres. Comme une ronde, pour faire une ronde, on tient la main de son voisin. Mais on ne peut pas tenir la main de celui qui est à 10 000 km de nous. On peut communiquer avec lui, mais d'une autre manière. Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en interne avec ce qui nous est déjà proposé. Voilà. C'est ça le sujet qui m'intéresse. En interne en Nuit debout, France, oui. Ce que tu veux dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'entraide entre nous, enfin, un réseau d'entraide concret, c'est ça que tu veux dire? Avec les droits déjà existants. Par exemple, il y a la CAF qui fait des enquêtes pour savoir justement si telle ou telle famille a en effet droit à telle ou telle prestation. Cela se fait. Et nous c'est à nous de réagir aussi. J'ai vu un truc étonnant aujourd'hui. C'est que la CAF recherche les gens qui n'ont pas réclamé leurs droits. Et donc, ils font des recherches effectivement pour ceux qui essayent de gruger et tout ça. Mais ils font des recherches maintenant pour les personnes qui ne réclament pas leurs droits, leurs dus. Alors là, je suis vraiment resté sur le cul, si je peux dire. Quand j'ai vu ça, maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce que c'est dur maintenant de savoir c'est les infos qu'on reçoit, si c'est des bonnes informations ou pas. Enfin bon, il y a des sites, on sait que c'est de la blague, mais après, parce que là, c'est vraiment quand même assez étonnant comme donc voilà. Il y a des statistiques qui existent pour savoir combien il y a tant de personnes qui n'osent pas aller par exemple au pôle emploi. On en parlait d'ailleurs dans l'émission que j'ai entendue aujourd'hui, pour toucher leurs droits, ou alors qui avait eu un accident et puis comme moi j'avais pas pu m'occuper de cette affaire-là, et puis donc je ne savais plus où me retourner, quel droit avais-je, je ne savais pas, et puis il y avait personne pour me conseiller à ce moment-là, alors que c'était énorme, quoi. En plus, j'ai dû aider des voisins qui étaient dans une misère pire que moi. J'ai dû aller courir à droite à gauche, aller en mairie, écrire. Mais c'est invraisemblable ce que l'on peut faire nous-mêmes avec un petit geste. Juste entends ce que tu entends, vois ce que tu vois. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Merci. Mais tout à l'heure, tu parlais de la CAF, par exemple. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, tu dis faut agir, mais qu'est-ce que t'as des enfin, je vois pas trop.
Eh ben, à mon avis, un truc tout con, hein, c'est par exemple, bah, il y a des gens qui connaissent parce qu'ils sont allés voir la CAF et qu'ils ont déjà vécu la situation ou j'en sais rien. Puis des gens qui connaissent pas, qui savent pas leur situation, qu'est-ce qu'ils ont droit, qu'ils sont pas droit ou je sais pas quoi. Bah du coup, ouais, moi je trouve ça une bonne idée. On peut faire des ateliers entre guillemets d'entraide concrète, c'est-à-dire de partage d'astuces en fait. C'est pas vraiment un atelier thématique là du coup, mais c'est plus un atelier d'entraide, chacun essaie de faire, je sais pas moi, des petites recherches de son côté, de choses qu'il voudrait partager avec les autres, qui vont les aider au quotidien. Et du coup, on voit un petit peu la situation de chacun, qu'est-ce que chacun a besoin, dans quelle est sa détresse ou je sais pas quoi, et on essaie de l'aiguiller en fonction de ce que nous on sait, de ce que nous on, je sais pas, enfin voilà. Bon ça, je pense que c'est pas lié tellement aux ateliers thématiques, c'est plus ça serait plus un atelier pratique, j'allais dire. Quand est-ce que éventuellement, je sais pas moi, on pourrait faire ça parce que vu que nos AG se raccourcissent drastiquement ces derniers temps, on peut éventuellement, si on les boucle assez rapidement, ce qui est plus ou moins le cas, on peut éventuellement caler un petit temps d'entraide concrète entre guillemets. Ça me paraît cool. Voilà. Bah ouais, carrément, parce que vu que le capitalisme il nous atomise et tout, il nous s'entraider c'est résister quoi, j'ai envie de dire. Ouais bah oui c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Je sais pas trop comment ça pourrait se dérouler, mais bon on verra. Hein. Ouais. Bon bah ok. Le dimanche ça me paraît bien. C'est vrai qu'en ce moment c'est très vite les AG, donc voilà.